D'abord, je vous annonce que le 2 mars, à 17h, aura lieu le premier cours d'Alberto Manguel, titulaire de la chaire d'invention Invention de l'Europe par les langues et les cultures. Et son cours porte, vous le savez, sur le mythe comme métaphore d'identité. Donc le 2 mars à 17h. Le 8 mars, j'aurai comme invité au séminaire donc, Roger Chartier, que vous connaissez bien, pour parler de la recherche de Cardenio, une pièce de Shakespeare, ce qui nous amène au sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a eu un changement de programme puisque malheureusement notre invité malien ne pouvait pas venir à cause des problèmes d'impossibilité de liaison aérienne entre la France et le Mali. Mais voilà, à toute chose, malheur est bon. J'ai le plaisir d'accueillir ici Georges Forestier, qui va nous parler du Tartuffe perdu. Et Georges Forestier, bon, c'est vraiment un très grand nom de l'histoire du théâtre au XVIIe siècle, du théâtre classique. Hein, il est professeur émérite de littérature française à l'université, à Sorbonne Université, l'ancienne Paris-Sorbonne. Et c'est, comme vous savez, l'éditeur des grands auteurs du théâtre classique, de Racine, de Molière dans la bibliothèque de la Pléiade. Il a aussi de très nombreux, très importants travaux sur Corneille, avec surtout un intérêt, et ça qui nous amène au sujet d'aujourd'hui, un intérêt très fort sur la manière de travailler des dramaturges et la genèse des œuvres, et ce que cette genèse nous dit aussi de la manière dont nous pouvons ce qu'elle nous dit sur la manière dont nous pouvons les lire. Donc vraiment, je suis content d'avoir un immense savant à cette table, et aussi par ailleurs, en dehors de ces éditions, Georges Forestier est le concepteur d'un incroyable site internet sur Molière, hein, qui s'appelle Molière 21, qui est une merveille. Je vous invite à aller voir. Vous y trouvez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Molière, toutes les sources, plein de choses. Ça renvoie aussi à des textes, des textes édités. Mais par exemple, vous trouvez une réfutation en règle de cette fameuse pseudo-attribution des pièces de Molière à Corneille, qui avait été faite d'abord par Pierre Louis, et puis après qu'un statisticien de Grenoble, mais très très mal informé, avait cru pouvoir prouver. Et Georges Forestier prend un à un les 150 arguments, je crois, de ce statisticien pour montrer que tout ça, ça ne marche pas et que Molière est bien l'auteur des pièces de Molière, etc. Parfois, on aimerait que les scientifiques et statisticiens demandent d'abord aux spécialistes des œuvres et des époques comment il faut constituer les corpus avant de faire leurs statistiques. C'est un peu ça souvent le problème qui se pose avec ce type de statistiques. Bref, allez voir ce site Molière 21 qui est une absolue merveille, et cette réfutation, je trouve, est un exemple extrême, magnifique de lutte contre la pseudoscience et contre une sorte de complotisme parfois qu'on trouve dans certaines de ces pseudosciences. Mais si j'ai invité Georges Forestier, c'est parce que on a beaucoup entendu parler de lui et de Molière. C'est l'année Molière, c'est cette année, une célébration aujourd'hui. Et la Comédie Française, pour célébrer Molière, a décidé de donner Tartuffe. Mais Tartuffe, non pas le Tartuffe que nous connaissons dans l'édition, le Tartuffe en 5 actes, mais un Tartuffe en 3 actes, qui est le Tartuffe, qui serait le Tartuffe perdu, redonné par Molière devant le roi en 1664, je crois, mais Georges Forestier vous expliquera tout ça. Et la question, c'est comment on arrive à ce Tartuffe perdu. Eh bien, c'est Georges Forestier qui l'a restauré, qui l'a retrouvé par des hypothèses qu'il va nous expliquer. Et donc, moi, je voulais absolument entendre comment on retrouve une pièce perdue de Molière. Et je suis très heureux de donner la parole maintenant à Georges. Merci. Merci beaucoup, William. Je prie l'assistance d'être très attentif à ce que je vais dire parce que la postérité ne l'entendra pas, étant donné que je suis né dans les années 50 du XXe siècle. Donc, quelques mots. Donc, comme l'a dit professeur Marx, je vais vous parler du Tartuffe perdu. Tout le monde sait que Tartuffe est une pièce en 5 actes qui s'appelle Tartuffe ou l'imposteur. Et il se trouve que la pièce qui a été créée le 12 mai 1664 à Versailles, lors des grandes fêtes des plaisirs de l'île enchantée, s'appelait Tartuffe ou l'hypocrite. Et qu'il semblerait que cette pièce ait été en 3 actes
et que la version que nous connaissons est en 5 actes. Donc la question que je vais poser, la première question, c'est comment savoir qu'il y a une disparition, quelles sont ces disparitions. Donc j'ai sérié les problèmes en 2, très simplement. Il y a une disparition physique, qui est celle du Tartuffe ou l'hypocrite, qui a été littéralement remplacé parce que Molière l'a noyé dans l'augmentation que je vais expliquer en passant de 3 actes à 5 actes, donc une disparition physique, et puis une disparition nominale parce que la mémoire de ce Tartuffe a été oubliée, parce que je n'aurais pas eu la chance d'être le restaurateur de ce Tartuffe en 3 actes si quelqu'un, en l'occurrence Lagrange, le comédien Lagrange, bras droit de Molière, qui a inspiré la grande édition des œuvres, j'ai écrit ici en 1682, la grande édition des œuvres de 1682 qui va être recopiée par toute la postérité et qui a donné des renseignements sur chacune des pièces de Molière, eh bien, si ce bon Lagrange, en l'occurrence, il n'a pas été bon parce qu'il a beaucoup menti sur l'histoire de ce Tartuffe. Et du coup, si j'ai été le premier à avoir l'idée de le restaurer, c'est parce que du coup, personne n'a su avant qu'il y avait un premier Tartuffe en 3 actes. C'est tout simple. Le Lagarde-Michard ne nous l'a jamais enseigné, malgré notre profonde admiration pour ces volumes que nous feuilletions quand nous étions au XXe siècle. Donc, alors, voici je commence par la deuxième partie, enfin, la disparition nominale. Disparition nominale, ce sont donc, à gauche, vous avez les œuvres de 1682 en 8 volumes, dont 2 volumes d'œuvres posthumes, et donc dans le volume 5, il y a le Tartuffe ou l'imposteur, et c'est ici que ça devient intéressant, c'est que vous aviez écrit ici les 3 premiers actes de cette comédie ont été représentés à Versailles, etc., etc. Les mêmes 3 premiers actes de cette comédie ont été représentés la dernière fois à Villers-Cotterêts pour Son Altesse Sérénissime. Tout ça, c'est vrai, hein, mais sauf que, on va voir, ce n'est pas les 3 premiers actes. C'est vrai, hein, le roi a interdit la pièce, pour des raisons que j'expliquerai si j'ai le temps à la fin, mais il se trouve qu'il s'est donné le plaisir de le revoir chez Monsieur son frère dans le château de Villers-Cotterêts 3 mois plus tard. Donc lui, il n'était pas choqué. Ça, c'est une autre question. Et puis vous remarquez, cette comédie parfaite, entière et achevée en 5 actes a été représentée la première fois et la seconde fois au château du Rincy, près de Paris, pour Son Altesse Sérénissime, Monseigneur le Prince, c'est-à-dire le Grand Condé, le 29 novembre, etc., de la même année, la première, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui nous font croire et qui ont fait croire à toute la postérité que dès novembre 1664, donc 6 mois après, Molière avait fini sa pièce et la pièce était en 5 actes. Voilà, et que donc c'est bien une pièce qui a été de cette façon-là inachevée au début, interdite, pièce inachevée. Mais il se trouve que pourquoi je me suis avisé de ça? Mais je n'ai pas été le premier. Hein. Il y en a quelques-uns qui ont quand même mis en doute les affirmations de Lagrange. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai étudié toutes les pièces de Molière, les unes après les autres, dossier par dossier, pour faire cette édition de la Pléiade, qui est parue au XXIe siècle en 2010, eh bien, j'ai évidemment regardé tous les textes et je les ai confrontés. Et là, vous remarquez une chose très intéressante. C'est que ici, vous avez... Attendez, je me suis trompé, j'ai cru vouloir... Voilà, c'est là. Ici, vous avez un texte qui dit le soir. Alors, de quoi s'agit-il? 1664, 66, 74, c'est la relation des plaisirs de l'île enchantée, rédigée par Perrault pour Colbert, qui rencontre donc cette magnifique fête qui a eu lieu du 10 ou du 8 ou 14 mai 1664. Et donc, le soir du 6e jour, Sa Majesté fait jouer une comédie nommée Tartuffe, que le sieur de Molière avait fait contre les hypocrites, mais croit qu'elle ait été trouvée fort divertissante. Le roi connut 30 de conformité entre ceux qu'une véritable dévotion met dans le chemin du ciel et ceux qu'une vaine ostentation des bonnes œuvres n'empêche pas d'en commettre de mauvaises, que son extrême délicatesse, etc. Il l'a interdit. Et puis, il dit bien, et quoique ne dota point des bonnes intentions de l'auteur, il la défendit pourtant en public et se priva soi-même de ce plaisir, etc. Et puis, ce texte-là, donc, qui est publié pour la première fois en 1964, repris dans une édition en 1966, dans une édition de Molière accompagnant la princesse d'Élide de façon séparée, c'est toujours le même texte. Et puis en 1982, qu'est-ce qu'on lit? Le soir, Sa Majesté fait jouer les 3 premiers actes d'une comédie nommée Tartuffe.
Et plus bas, il défendit cette comédie pour le public jusqu'à ce qu'elle fût entièrement achevée et examinée par des gens capables d'en juger. Donc c'est très intéressant de voir comment il a réécrit l'histoire. Alors la question c'est pour quelle raison il réécrit l'histoire au prix, c'est pour ça que je le traite de faussaire, parce qu'il a quand même falsifié un texte qui s'était reproduit d'édition en édition du vivant de Molière. Et donc la question que je crois poser bientôt, alors je précise que il est l'auteur d'un texte qu'on appelle traditionnellement, depuis qu'on l'a retrouvé à la fin du XVIIIe siècle, c'est une descendante de Lagrange qu'il a apporté à la Comédie Française, et depuis, les comédiens français, depuis que le texte a été imprimé au XIXe siècle, se le remettent de nouveaux acteurs en nouvel acteur. Tous les acteurs qui entrent à la Comédie Française reçoivent un exemplaire de ce qu'on appelle le registre de Lagrange. En fait, on a longtemps cru qu'il avait tenu un registre, c'est pour ça qu'on l'a appelé registre au jour le jour. En fait, il l'a écrit à partir des années 80, c'est-à-dire exactement au moment où il a pris tous les registres annuels du théâtre pour renseigner la grande édition de 82 sur les dates, les lieux de création de chacune des pièces. Et du coup, il a décidé de faire un mémorandum pour lui, pour le jour où, la retraite venue, il déciderait d'écrire une histoire de la troupe de Molière. Et en fait, il est mort avant la fin d'avoir recopié tous les registres. Mais pour nous, c'est extrêmement précieux parce qu'évidemment, nous avons, comme vous le voyez ici, la troupe de Monsieur est partie, a recommencé après Pâques. Donc on a l'héritier ridicule, 212 livres partagés, et donc on a la date, le titre, la recette générale et la part qui revient à chaque acteur. Et donc c'est très précieux pour nous pour rectifier beaucoup de choses qui ont été racontées, des légendes comme quoi le Misanthrope a été un échec au début. Grâce à tout ça, on sait très bien que ça a été un succès aussi important au début que l'École des femmes, etc., etc. Toujours est-il qu'ici, eh bien, on voit quelque chose de très intéressant, les plaisirs du lieu enchanté, dont la princesse d'Élide fut une journée, plus les fâcheux, mariage forcé, et 3 actes du Tartuffe, qui étaient les 3 premiers. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder l'original du registre. Et là, on voit que, parce que c'est manuscrit donc, et là on voit que qui étaient les 3 premiers. Ici, ça a été rajouté, et je suis allé voir l'original qui est dans un coffre à la bibliothèque musée de la Comédie Française, évidemment. On voit bien que c'est d'une autre encre. L'encre n'est pas de la même couleur que ça. Donc il a rajouté ça pour être en conformité avec ce qu'il avait déclaré aux éditeurs de l'édition de 1682. Alors pourquoi il a menti ? Eh bien, la raison, elle est simple. Quand vous regardez la restitution que j'ai faite, c'est-à-dire la distribution des personnages qu'il y a dans l'édition originelle de 1675 de Tartuffe ou l'Hypocrite, vous remarquez qu'il manque 2 personnages par rapport à celui-ci. Il manque Valère, amant de Marianne, et Marianne, fille d'Orgon. J'expliquerai pourquoi. Il se trouve que dans la mesure où dans la première version, Tartuffe est un véritable directeur de conscience qui a fait des vœux de pauvreté, de chasteté, le dévot qu'il accueille chez lui, en l'occurrence Orgon, n'aurait absolument pas l'idée de lui donner sa fille à marier, puisque cet homme-là ne se marie pas. Donc il n'y a pas de fille, il n'y a pas d'amoureux, et donc ces 2 personnages sont absents. Or, qui est-ce qui va créer le rôle de Valère dans les années suivantes, quand la pièce va être en 5 actes ? C'est Lagrange. Et nous sommes en 1680. Qu'est-ce qui se passe en 1680 ? C'est la fusion des 2 troupes existantes à Paris de comédiens français. C'est la raison pour laquelle ça va s'appeler la comédie française, parce qu'à côté, il y a la comédie italienne. Eh bien, la fusion des anciens débris de la troupe de Molière après la mort de Molière avec la troupe du Marais, qui fusionne cette fois avec l'autre troupe royale qui s'appelle la troupe royale de l'Hôtel du Bourgogne. Donc la troupe du roi et la troupe royale fusionnent. Et dedans, il y a 2 hommes qui ont été des proches de Molière. L'un qui est le petit génie qui s'appelle Michel Baron, qui est entré à 17 ans, qui était comédien professionnel à 12 ans, entré à 17 ans dans la troupe de Molière. Il a 20 ans quand Molière meurt. Il passe à l'Hôtel de Bourgogne juste après la mort de Molière. Et en face, il y a Lagrange. Lagrange, c'était l'ancien bras droit de Molière. Baron fait croire qu'il a quasiment été éduqué, élevé par Molière. Donc il y a une rivalité frontale entre les 2. Il va de soi que Lagrange ne peut pas laisser entendre qu'à l'origine de ce fameux Tartuffe, il ne jouait pas. Voilà, donc ce fameux Tartuffe, il était incomplet lorsqu'il a été créé. Alors, on a évidemment des éléments sur la piste d'une pièce bel et bien achevée. Il suffit de lire ce qu'on appelle le premier placé. Lorsque la pièce a été interdite, donc en mai, Molière a la chance d'être
subir un pamphlet extrêmement violent par un curé fanatique au mois d'août suivant. Et pourquoi il a la chance? Parce que quand on subit une attaque pareille, on se pose en victime, et c'est la meilleure des défenses de jouer la victime. Et donc, dans la victime, jouant la victime, il écrit un placet au roi, c'est-à-dire un texte, une requête qu'on peut déposer chaque matin. Chaque matin, tous les Français pouvaient se présenter dans l'antichambre du roi pour déposer un placet, réclamant quelque chose ou suppliant quelque chose. Molière en profite parce que lui, il a ses entrées, évidemment, à la cour, puisqu'il est valet de chambre tapissier du roi et qu'il peut remettre la livrée de la maison du roi pour entrer. Bref, il écrit, et là-dedans, qu'est-ce que vous avez comme texte? Donc, je vais vous l'éclaircir parce que c'est une édition donc, de 1669. Si on transcrit, eh bien, vous avez le devoir de la comédie. Bon, c'est là que Molière se met un masque d'auteur moral, alors que jusqu'alors, il ne l'avait jamais fait, parce qu'il faut qu'il se défende contre le fait d'avoir été accusé d'avoir fait une satire de la religion et surtout de la dévotion. Et donc, surtout, je l'ai faite ici, sire, cette comédie avec tout le soin, comme je crois, et toutes les circonspection, etc. Il a fait cette comédie, point. Il ne dit pas ce qui serait la meilleure défense que quelqu'un d'attaqué pourrait faire, c'est-à-dire, je n'ai pas terminé ma comédie, laissez-moi le temps de la terminer avant de l'attaquer et pour pouvoir la juger sur pièce. Non, il a fait une comédie. Et tous les textes qui vont suivre, qui touchent le Tartuffe dans les 2-3 ans qui suivent, notamment un violent pamphlet encore contre Molière qui s'appelle « Observation sur une comédie de Molière intitulée Le Festin de Pierre ». Ces observations portent sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Don Juan, puisqu'après la mort de Molière, la pièce va être rebaptisée Don Juan ou Le Festin de Pierre, mais Molière, lui, il avait écrit une pièce qui s'appelait Le Festin de Pierre. Eh bien, donc ces observations sur une comédie intitulée Le Festin de Pierre, eh bien, il est question de Tartuffe comme d'une pièce achevée. On accuse Molière d'avoir fait monter l'athéisme sur le théâtre à partir de l'école des maris, de l'école des femmes, et le couronnement, c'était Tartuffe. Donc, tous ces indices, enfin, c'est plus que des indices, on voit bien qu'il s'agit bien d'une pièce complètement achevée en 3 actes. Et alors, si on s'amuse à comparer le texte que je vous ai donné tout à l'heure, cette comédie parfaite, entière et achevée en 5 actes a été représentée la première et la seconde fois au château, donc en novembre de l'année 1664, et qu'on compare avec une lettre du duc d'Enghien, le fils du Grand Condé, qui écrit au chargé d'affaires des Condés à Paris pour lui dire de demander à Molière de venir avec sa troupe au château du Rincy où la princesse Palatine reçoit avec le Grand Condé toute leur petite cour, eh bien, qu'est-ce qu'on apprend là? On est en octobre 1665, un an plus tard, donc un an après, pardon, excusez-moi, je fais 2 choses à la fois, un an après que la pièce a été prétendument achevée, puisqu'elle a été prétendument achevée en 1664, un an après, octobre 65, si le 4e acte de Tartuffe était fait, demandez-lui s'il ne le pourrait pas jouer. Donc, on est en 65, Molière est à peine en train de engloutir sa pièce en 3 actes dans une pièce en 5 actes, et il a commencé par ajouter un 4e acte. C'est le 5e acte de la version actuelle, enfin la version définitive, la seule qu'on connaît effectivement, celle où Tartuffe apparaît être un autre personnage, un aventurier, un escroc, qui se fait passer pour un dévot, mais qui en vérité joue la dévotion pour s'introduire dans les familles, pour coucher avec les épouses, épouser les filles et déshériter les fils, ce qui n'était pas du tout le premier que vous allez voir dans un instant. Donc, je continue mon petit panorama en vous expliquant ce qui s'est passé. Donc, ensuite, c'est quoi ce 4e acte? D'où ça sort? Pourquoi le fait-il? Eh bien, tout simplement parce que dans son premier placé, et la défense de Molière a été tout le temps celle-ci, je n'ai pas fait une satire de la dévotion et des dévots qui tombent dans l'hypocrisie. Qu'est-ce que c'est qu'un dévot qui tombe dans l'hypocrisie? Il faut que je resitue la chose rapidement. Enfin, non, je vais le faire tout à l'heure, je l'ai prévu. Mais un dévot qui tombe dans l'hypocrisie, c'est quelqu'un qui prie Dieu toute la journée, qui cherche à corriger ce qui l'entoure, mais qui ne peut pas résister à la tentation. Si on ne peut pas résister à la tentation, évidemment, on est obligé de mettre un masque pour masquer précisément le fait qu'on tombe dans le péché. Et donc, le point de départ, c'est ça. Je n'ai pas fait une satire de la vraie dévotion avec le risque de péché et donc d'hypocrisie des gens qui se prétendent dévots. J'ai fait une attaque
contre l'hypocrisie en général et la fausse dévotion. C'est la raison pour laquelle il commence son placé en disant le but de la comédie étant de corriger les vices des hommes, etc., etc. C'est la raison pour laquelle il se met un masque moral à ce moment-là, alors que jusqu'alors, dans les textes théoriques qu'il avait développés, qui étaient notamment dans la critique de l'école des femmes en 1663, un an avant, et l'impromptu de Versailles, quelques mois après la critique de l'école des femmes, il se présentait comme le but de la comédie, c'est de plaisanter, c'est de faire rire les honnêtes gens, c'est-à-dire une posture de ce qu'on appelle aujourd'hui un humoriste, c'est-à-dire prendre les valeurs et les comportements, se moquer des valeurs et des comportements et faire rire à partir de là. Et tout d'un coup, là, il se met un masque moral et donc il doit entreprendre évidemment de faire conformer sa pièce parce qu'il a compris que Louis XIV était coincé pour des raisons de politique religieuse, qu'il était coincé pour un long temps, et il faut donc qu'il mette sa pièce en accord avec son argumentation. Et donc, il transforme la pièce. C'est pour ça qu'il rajoute un 5e acte avec un Tartuffe qui n'est plus un dévot, mais qui est un faux dévot, un type qui se fait passer pour un dévot pour s'introduire dans les familles comme un faux directeur de conscience. Donc, et c'est là qu'on arrive évidemment à la disparition physique de ce Tartuffe en 3 actes. C'est-à-dire que Molière va donc... Je reprends, c'est le même texte que j'ai montré tout à l'heure, la lettre du duc d'Enghien, le fils du grand Condé, donc, futur Condé lui-même, à la mort du grand Condé, qui donc fait demander à Molière de préparer, de tenir la pièce prête avec les médecins. Les médecins, ça veut dire c'est l'amour médecin. Et donc avec ce 4e acte, s'il est prêt. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Bien sûr, Molière va se retrouver avec entre les mains une pièce en 4 actes, ce qui n'existe pas au XVIIe siècle. C'est 1, 3 ou 5. Donc, il va être obligé de rajouter un 2e acte, et c'est là qu'il va inventer une fille, le fiancé de la fille, qui va créer un jeu d'obstacles amoureux, etc. Et c'est là que Lagrange va entrer en scène. Alors, on est en 1665, la première apparition du Tartuffe en 5 actes va être rebaptisée l'imposteur. Tartuffe ne va plus s'appeler Tartuffe, mais Panulfe. Et là, on a la chance d'avoir un de ces gazetiers merveilleux qui écrit en ce qu'on appelle aujourd'hui des vers de Mirliton. Le texte est moins joli que ceux que nous a donné à entendre tout à l'heure le professeur Marx, mais ça a son charme quand même. Hein. Belle princesse, un imposteur aujourd'hui me met hors de gamme. Il faut que je l'avoue, il me fait perdre cœur et je n'ai ni vigueur ni flamme. Vous avez encore dans l'esprit toutes les choses qu'il vous dit. Il occupe encore vos oreilles depuis le dernier jour qu'il vous résonne à temps. Et quand je ferai des merveilles, autant je m'en assure, on emporte le vent. Là, on est proche de la poétique des ruines. Hein. Et donc, ce à quoi il fait allusion là, c'est au fait que fin juillet 1667, Madame, la célèbre Henriette d'Angleterre, l'épouse de Monsieur, le patron de la troupe à ce moment-là, se remet d'une fausse couche dans son château de Saint-Cloud. Le roi et Monsieur qui guerroyaient dans les Flandres, c'est-à-dire dans les Pays-Bas espagnols, se retirent à Compiègne et viennent faire un aller-retour à Saint-Cloud pour voir Madame. Et Madame a invité Molière à venir raconter au roi et lire des extraits ou de presque toute la pièce, de la nouvelle version de la pièce. Et le roi donne son accord pour que la pièce soit représentée. Il repart aussitôt. Le lendemain, il repart mettre le siège devant Lille. Et Molière, le 5 août 1667, donc crée une pièce qui s'appelle L'Imposteur. Mais en l'absence du roi, celui qui a autorité de police sur Paris, c'est le premier président du Parlement de Paris, qui s'appelle M. de Lamoignon, et qui est un dévot, et qui n'a pas eu la notification officielle que le roi a autorisé la pièce, et donc pour lui, cette pièce est toujours interdite. Il l'a fait interdire. Le lendemain, des soldats sont devant l'entrée du théâtre, et donc la pièce qui est coincée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de l'hypocrite à l'imposteur. L'imposteur, c'est quelqu'un qui est un hypocrite de profession. On est passé du dévot qui, par désir amoureux, tombe dans le péché et donc dans l'hypocrisie, à un imposteur, un hypocrite de profession, un escroc. Et voilà la grande différence de ça. C'est la raison pour laquelle on a des éléments, évidemment, que vous allez voir dans un instant. Alors, comment peut-on savoir ce qu'était ce Tartuffe ou cet hypocrite en 3 actes? Eh bien, on a la chance d'avoir d'abord des indices dans le 2e placé que Molière écrit, puisque la pièce est interdite une 2e fois. Aussitôt, il envoie 2 de ses proches filer vers Lille avec un 2e texte qu'il a rédigé
et que ses proches vont remettre entre les mains de monsieur qui les accueille à l'entrée du camp. Mais il n'y a pas de suite. Le roi dit « Je verrai et on fera examiner la pièce à mon retour ». Son retour, ce sera en septembre 1667 et il ne va rien se passer pendant quelques mois. Toujours est-il qu'il rédige donc un deuxième placé. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est ce que j'ai mis en gras, à savoir sous le titre de l'imposteur et déguiser le personnage sous l'ajustement d'un homme du monde. J'ai eu beau lui donner un petit chapeau, de grands cheveux, un grand collet, une épée et des dentelles sur tout l'habit, mettre en plusieurs endroits des adoucissements et retrancher avec soin tout ce que j'ai jugé, etc., etc. La pièce a été interdite. Alors pourquoi est-ce que je passe vite? Parce que le temps tourne et que j'ai 35 diapositives à vous montrer. L'homme du... Alors, si on part de ce texte qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on peut s'amuser à comparer. Quand il dit « j'ai mis un petit chapeau », ça veut dire qu'en 64, il avait un grand chapeau, et les dévots et les hommes d'église ont de grands chapeaux. Il a désormais de grands cheveux, une belle et grande perruque. Les dévots, ils ont les cheveux courts. Un grand collet, les dévots, ils ont un petit collet. Une épée, évidemment, un dévot ne se balade pas avec une épée. Et des dentelles sur tout l'habit. Et évidemment, un dévot, il a un habit modeste. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est quand on regarde le frontispice, c'est-à-dire la gravure de l'édition de 1669, lorsque la pièce a été autorisée et publiée aussitôt par Molière, après 2 mois de triomphe, eh bien, on voit que, vous voyez, c'est un habit quasi ecclésiastique, tel que les directeurs de conscience les portaient. Et ce qui est intéressant, on va y revenir, c'est que Tartuffe a repris son nom. Il s'appelle toujours Tartuffe ou l'imposteur, mais il a repris aussi son habit de directeur de conscience. Et évidemment, d'où l'ambiguïté de la version finale de la pièce, sur laquelle je vais revenir à la fin de cet exposé. Donc, qu'est-ce que c'est que... Comment peut-on savoir quel était le schéma général de cette pièce en 3 actes? Eh bien, cette édition de la Pléiade, je l'ai faite avec mon alter ego, qui s'appelle Claude Bourqui, qui est professeur à l'Université de Fribourg et qui avait fait sa thèse sur les sources de Molière. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché les sources de Molière. Vu que depuis le XVIIIe siècle, même du vivant de Molière, il y a des gens qui ont dit Molière a imité un tel, c'est un plagiaire et tout, il fait feu de tout bois pour écrire des pièces. Donc depuis le XVIIe siècle, on a plein de textes qui sont désignés comme des sources de Molière. Claude Bourqui, il a fait une évaluation scientifique et critique des différentes sources. Et pour ce qui est du Tartuffe, eh bien, il a repéré que des sources qui avaient été désignées pour le Tartuffe, il a repéré qu'il y en avait plusieurs qui correspondaient très exactement à l'histoire de Tartuffe. Et notamment, c'est quoi? Alors, je schématise. Hein. Il y a un roman du Moyen-Âge, il y a un roman qu'on retrouve au XVIIe siècle et qui, d'ailleurs, on va retrouver dans la Bibliothèque bleue, d'où le succès de ce schéma-là. Et puis, il y a même des canevas de Commedia dell'arte, notamment un canevas qui s'appelle Il Pedante. Alors, ça raconte quoi? C'est toujours la même histoire. Ça raconte l'histoire d'un homme pieux qui reçoit chez lui un saint homme, un pèlerin en pèlerinage. Et ce saint homme, au bout de quelque temps, tombe amoureux de l'épouse, la belle épouse de l'homme pieux, de son hôte. Évidemment, il ne veut pas céder à la tentation, il se mortifie, il a une discipline, il a une aire bien rugueuse. Et au bout d'un moment, il ne peut pas tenir, il se déclare à la dame qui, évidemment, le repousse gentiment en lui disant « Vous êtes un saint homme, remontez dans votre galetas, remortifiez-vous ». Et n'y revenez pas. Malheureusement, la tentation est la plus forte, le saint homme y revient, et là, elle se décide à le dénoncer à son mari, qui, évidemment, ne la croit pas, puisque c'est un saint homme. Et donc, qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Tendre un piège au saint homme, en faisant semblant de l'inviter dans la chambre conjugale, pendant que le mari soit disant absent. Il va être évidemment démasqué. Et dans la version dell'arte, comme que j'ai mis en gras ici, tandis que le renouvelle ses avances, on se saisit de lui, on menace de le châtrer et on le chasse. J'insiste sur le fait qu'on menace de le châtrer, parce qu'évidemment, quand vous lisez la version de Molière et que vous voyez que Damis, à la fin, dit qu'il va lui couper les 2 oreilles, vous avez compris à quoi fait allusion Molière. C'est une allusion, évidemment, qu'on manque toutes les fois, un clin d'œil qu'on manque toutes les fois si on ne connaît pas précisément le point de départ de Molière, enfin l'un des points de départ de Molière. En tout cas, qu'est-ce qu'on observe à partir de là? Eh bien, on observe que la pièce
si on se met à un travail de génétique théâtrale, ce qui est un peu ma spécialité, c'est ce qui m'a permis de reconstruire cette pièce, eh bien on s'aperçoit que la génétique, c'est quoi? Enfin, ce que j'appelle la génétique théâtrale, c'est quoi? C'est on prend donc la version en 5 actes, et puis par-dessus, on met un papier calque qui est en gros l'histoire racontée dont s'est servi Molière, et on regarde ce qui reste. Et quand on regarde ce qui reste, on s'aperçoit que tout l'acte 5 disparaît, sauf la scène 3 de l'acte 5, qui marque le retour de Mme Pernelle, qui en fait était à l'origine, à la fin de la pièce, et que tout l'acte 2 disparaît, que la fin, évidemment, la dernière réplique de la dernière scène de l'acte 4 disparaît, et voilà à quoi se réduisait très probablement, parce que c'est une hypothèse, mais c'est la seule possible, la première version en 3 actes de la pièce, et c'est comme ça que donc on arrive à retrouver à peu près cette version originale. Alors, avec un problème très intéressant qui se pose, c'est que dans la version que je vous ai racontée, le symptôme qui remonte, il reste plusieurs jours avant de revenir à la charge, parce qu'il est sincère, il essaie de résister à la tentation. Et quand il revient une deuxième fois, c'est à ce moment-là, quelquefois même des récits où il revient une troisième fois, il est repoussé 2 fois. Et c'est à ce moment-là que la dame se résout à le dénoncer à son mari. Dans une pièce en 5 actes et en vers du XVIIe siècle, qui obéit à une règle que vous avez étudiée dans la gare des Michards jadis, qui est la fameuse règle de l'unité de temps, eh bien vous vous trouvez coincé parce qu'il ne peut pas y avoir 2 assauts dans la même journée. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que Molière fasse? Donc, il a bricolé quelque chose de génial, évidemment. Il a supposé que le jeune homme de la famille, Damis, dont le mariage vient d'être, Tartuffe aurait convaincu Orgon qu'il faut rompre le mariage prévu, sans doute pour lui faire épouser une vieille dévote ou quelque chose comme ça, ou parce qu'il est amoureux de la jeune fille qu'il faut épouser. Un bon dévot ne doit pas être amoureux des choses humaines, mais uniquement des choses divines. Bref, le mariage est rompu, donc Damis est furieux, et c'est la raison pour laquelle, lorsque Elmire convoque Tartuffe pour lui parler du mariage rompu, eh bien Damis se cache, et c'est lui qui va donc assister à l'assaut de Tartuffe et donc dénoncer à son père ce qu'il a vu. Alors, ce qui est ça a la même fonction, c'est-à-dire que pourquoi Molière choisit-il le fils? Évidemment, parce que le père aurait toutes les raisons de croire son fils, mais il ne le croit pas, parce que Tartuffe est un saint homme. Donc, voilà comment Molière a donc construit sa pièce. Alors, pour comprendre comment dirais-je, l'actualisation de ce schéma narratif qui remonte au Moyen-Âge et qu'on trouve dans divers textes donc, du XVIIe siècle français ou italien, eh bien, il faut comprendre cette actualisation. Et l'actualisation, c'est la question de la dévotion. Il se trouve que la réponse catholique, mais particulièrement française, au puritanisme protestant, c'est la dévotion. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est quoi? D'où ce texte fondamental écrit par François de Sales, grâce auquel il va être canonisé après sa mort au milieu des années 50. Mais c'est vrai qu'il était né à la fin du siècle précédent, donc c'était pile poil pour que ça marche. Et donc, de quoi est-il question? Comment vivre en Dieu sans se retirer du monde, comme les moines et les moniales? Comment vivre en Dieu, mais dans le monde? Eh bien, c'est ça, la dévotion. C'est-à-dire exercer un travail sur soi permanent pour être en permanence tourné vers Dieu. Et ce que François de Sales explique, c'est qu'il faut absolument, pour cela, on ne peut pas le faire seul, pour bien le faire, il faut prendre un directeur de conscience. Et vous voyez le texte que j'ai détaché, vous voyez le titre du chapitre, de la nécessité d'un conducteur pour entrer et faire progrès en dévotion. Ce doit toujours être un ange pour vous, etc. C'est Dieu qui parle, Dieu vous favorisera et parlera par l'entremise de cet homme. Vous le devez écouter comme un ange qui descend du ciel pour vous y mener. Ceux d'entre vous qui connaissent bien la pièce de Molière savent que la manière dont Dorine, la servante, raconte aux frères de Elmire
l'amour que porte Orgon pour Tartuffe, qui a été souvent utilisé, ce jeu burlesque, ce récit burlesque, par certains metteurs en scène du XXe siècle pour susciter pour une idée de tentation homosexuelle ou d'attirance homosexuelle d'Orgon pour Tartuffe. Ça, en fait, ça vient très précisément de là. Molière, évidemment, a transformé en burlesque cette obéissance, cet amour que doit avoir le dirigé pour son directeur, parce que son directeur, c'est la parole de Dieu. Mais évidemment, ce qu'il y a de très important, c'est ce qu'il ajoute. Choisissez-en un entre 1000, parce que précisément le problème du directeur de conscience auquel on fait une absolue confiance, puisque c'est Dieu qui parle, il ne doit pas être faillible, absolument pas être faillible. S'il est faillible, il vous induit en erreur, il vous fera tomber dans le péché et évidemment dans la catastrophe. Il y a, sachant que j'aurais beaucoup de choses à dire, j'ai supprimé une diapo que je traîne avec moi des dernières lignes de l'ouvrage de Pierre Lemoine, La dévotion aisée, ça veut dire c'est la même chose, c'est la dévotion dans le monde, qui dit exactement la même chose. Choisir un directeur de conscience qui est faillible, c'est courir le risque de vous faire tomber dans les ornières, les pires des ornières. Et alors évidemment, quand on s'appelle Molière, qu'on a déjà joué avec les institutions catholiques fondamentales comme le mariage tel que saint Paul l'exige, c'est-à-dire dans lequel l'homme est tout pour la femme doit absolue obéissance à son mari, et donc ça fait l'objet de satire évidemment dans l'école des femmes. Eh bien, quand il passe à l'étape suivante, eh bien, le choix, c'est évidemment de se moquer, de faire une satire de la dévotion, parce que le dévot, le directeur de conscience doit être parfait, c'est ainsi que la voit Madame Pernelle au début de la pièce, c'est ainsi que le voit Orgon lui-même, mais il est évident que tous les autres membres de la famille ne le voient pas tel, en tout cas, il se comporte. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette image de moine? Parce qu'on retrouve l'image de la satire anticléricale traditionnelle et surtout antimoniale du Moyen-Âge, à savoir qu'un moine, ça prie Dieu toute la journée, mais les 8 offices, plus des prières entre les offices, mais hélas, ça succombe à la gourmandise et à bien d'autres péchés, l'orgueil, etc., etc. Et donc, c'est quelque chose c'est la raison pour laquelle Molière va être attaqué par l'Église, parce que seule l'Église a le droit de dénoncer ce qu'elle appelle l'hypocrisie au sens de l'Église, c'est-à-dire le fait de vouloir être sincèrement dans la voie de Dieu, mais d'être incapable de le faire, et donc d'être dans une posture hypocrite. Et Molière, évidemment, va s'emparer de ça. Et pourquoi il s'empare de ça? Parce que il sait très bien que Louis XIV n'attend que ça. Louis XIV, il est marié à une dame qui s'appelle Marie-Thérèse d'Autriche, c'est l'infante d'Espagne, qu'il a épousée. Il a une maîtresse officielle qui est Louise de la Vallière. Il a à peu près une maîtresse ou deux par jour, que lui rabattent le duc de Saint-Aignan et un autre maquereau de haut niveau. Et évidemment, dans son dos, il sait que ça murmure. On ne dit jamais bien sûr précisément, mais il sait qu'il entend des sermons dans lesquels le mari doit être fidèle à sa femme, doit être, etc., etc. Et donc les dévots, il en a jusque-là. Donc le fait que Molière lui raconte quel va être son prochain sujet de pièce, cette petite comédie en 3 actes qu'il commence à préparer en début 1664, en même temps qu'une future pièce qui s'appelle L'Atrabilaire amoureux, qui va s'appeler finalement Le Misanthrope, parce que Molière a pris un masque moral et donc il rebaptise sa pièce. Et donc, eh bien, Louis XIV, il est très content de ça. Sauf que, le soir, eh bien, il est obligé d'interdire la pièce. Et ça, c'est grâce aux travaux, notamment d'un ancien espion qui s'appelle John Cairncross, dans l'un des meilleurs livres. Pour moi, il y a 2 grands livres sur Molière au XXe siècle, qui sont Molière bourgeois et libertin de Cairncross et René Bray, le Molière homme de théâtre. On peut s'en tenir là pour renouveler un peu les choses sur Molière. Bref, c'est lui qui a remarqué, et surtout quelqu'un qui s'appelle François Rey, qui a écrit un livre en 2006 avec Jean Lacouture, son beau-père, donc il est signé des 2 noms,
qui s'appelle l'affaire Tartuffe. C'est lui, dans la lignée de Cairncross, qui a remarqué qu'il y a une coïncidence absolument étonnante dans le même compte-rendu de la Gazette, qu'on va appeler la Gazette de France, mais ça s'appelle la Gazette, du 14 mai 1664, vous remarquez 2 jours après la création de Tartuffe, eh bien, qu'il explique que, de même que parallèlement, Louis XIV va se montrer en gros comme un héros de l'Église catholique dont il est le fils aîné à travers la France, en forçant tous les ecclésiastiques de France à signer un formulaire dans lequel il dénonce 5 propositions comme étant jansénistes, donc hérétiques et donc jansénistes. Donc il s'attaque à ce qu'on appelle à l'époque la secte des hérétiques jansénistes, et en même temps, il autoriserait Molière à représenter sur son théâtre au mois de juin suivant, un mois plus tard, une pièce qui fait la satire de ce qui est au cœur de la religion catholique, la dévotion. C'est sans doute son ancien précepteur, qui est précisément archevêque de Paris à ce moment-là, qui s'appelle Ardouin de Péréfixe, et qui est chargé par Louis XIV de faire signer par tous les ecclésiastiques du diocèse de Paris, dont ces pauvres religieuses de Port-Royal, qui va être obligé de séparer. Il va venir avec 120 archers à Port-Royal de Paris, enfin bref, pour les obliger à signer, mais elles le refuseront, parce que leurs confesseurs leur ont dit que ces 5 propositions ne sont pas dans le livre de Jansénius. Donc, d'accord, c'est hérétique ce qu'il dit, mais ce n'est pas dans le livre de Jansénius. Bon, c'est comme ça comme ils garderont la même position jusqu'en 1711, Louis XIV fera raser le monastère de Port-Royal-des-Champs, où on les aura relégués à ce moment-là. Je ferme la parenthèse. Donc Louis XIV est, pour des raisons de politique religieuse, contraint d'interdire la pièce, c'est-à-dire de faire la défense à Molière de mettre sa pièce sur son théâtre. Ce qui ne l'empêche pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de revoir pour son plaisir, avec une petite partie de sa cour, en septembre suivant, la pièce à Villers-Cotterêts chez son frère. Et donc voilà, on voit bien que Molière fait très main censeur d'aube, nuit et jour. Alors afin de repousser l'outrage, il a fait coup sur coup voyage et le bon droit représenté de son travail persécuté. Où est-ce qu'il fait voyage, Molière? C'est que la cour, dès le 14 même, Louis XIV est parti prendre ses vacances d'été à Fontainebleau, et donc Molière fait un certain nombre d'allers-retours. Et vous remarquez que dans les 2 cas, la pièce est appelée l'Hypocrite. Donc tantôt on l'appelle Tartuffe dans la relation officielle, tantôt on l'appelle l'Hypocrite, d'où le fait qu'elle devait s'appeler, comme Molière aime bien les titres avec sous-titres, Tartuffe ou l'Hypocrite, et non pas Tartuffe ou l'imposteur, comme il va s'appeler très bientôt. Alors je passe sur ce texte. Bon, il est formidable, mais parce que c'est précisément l'attaque d'août 1664 par le curé Roulet, le curé de Saint-Barthélemy, qui vient d'écrire un gros livre qui s'appelle « L'homme glorieux », qui vante évidemment glorieux devant Dieu, bien sûr, et avec un appendice, d'une petite appendice d'une 120 pages à peu près, qui s'appelle « Le roi glorieux au monde ». Et magnifique livre qui est à la réserve de la Bibliothèque nationale, évidemment, que j'ai eu la chance de tourner avec délicatesse les pages, parce qu'elles sont évidemment dorées sur tranche, puisque c'est l'exemplaire qui a été remis à Louis XIV en personne, et dans laquelle, évidemment, on accuse Molière d'être un diable incarné, un démon vêtu de chair, et dans laquelle il loue Louis XIV de sa clémence. Il y a 5 pages contre Molière, sur une centaine. Il loue Louis XIV de sa clémence pour n'avoir pas envoyé Molière au bûcher, parce que, évidemment, il aurait dû être envoyé au bûcher. Et c'est ça qui permet à Molière, évidemment, de prendre cette position de victime. Comment je suis victime d'un horrible fanatique qui m'attaque? Et c'est là qu'on retrouve ce texte que je vous ai montré tout à l'heure rapidement, dans lequel il y a cette fameuse phrase à partir de laquelle on va interpréter Molière pour les siècles à venir, à savoir un Molière moral, donc un Molière classique. C'est comme ça qu'on va pouvoir associer Molière à la grande théorie, au sens grec du terme, des auteurs classiques qui s'avancent vers le XVIIIe siècle. Mais voilà, donc son point de départ, c'est ça. C'est j'ai fait quelque chose contre un vice fondamental qui est l'hypocrisie. Et la fausse dévotion qui va avec. Je n'ai pas fait une satire de la vraie dévotion et de l'hypocrisie de ceux qui sont incapables de s'en tenir à la vraie dévotion et qui tombent dans le péché et donc dans l'hypocrisie. Et c'est comme ça que donc il va être, comme je vous l'ai déjà dit, conduit à transformer sa pièce. Donc voilà, le travail d'enclaudissement, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est l'imposteur. Alors évidemment, je me suis livré moi-même à une petite activité de faussaire grâce, vous voyez, j'ai gommé sur mon
mon logiciel de photo, j'ai gommé évidemment tout ce qui les dates, etc. Et donc voilà, Molière crée cette pièce qui s'appelle L'Imposteur, et le succès est absolument triomphal de cette unique représentation du 5 août 1667, relatée par Robinet, le fameux auteur de la lettre en vers à Madame, qui depuis 1165 rapporte tous les samedis les grands événements de la semaine. Généralement, c'est les événements de la cour, de tout ce qui concerne les hauts faits du roi, de tout ce qui l'entoure, et de plus en plus des pièces de théâtre, et notamment de Molière. Pas trop de Racine, parce qu'il déteste Racine, et il cherche chaque fois à saper la qualité de ses pièces, mais c'est très intéressant d'ailleurs. Alors, la pièce, donc, comme je vous l'ai dit, elle est interdite le soir même ou le lendemain, et l'archevêque de Paris en rajoute une couche en prononçant un mandement menaçant, comme vous le voyez, il suffit de lire les faits des faces, les deux passages que j'ai mis en gras, donc à toute personne de notre diocèse de représenter sous quelque forme, non que ce soit parce qu'il n'est pas dupe, l'imposteur, c'est la même chose que Tartuffe. La susdite comédie de la lire ou entendre réciter, soit en public, soit en particulier, sous peine d'excommunication. Et non seulement, vous remarquez, de représenter, lire ou entendre réciter la susdite comédie, c'est-à-dire que si vous l'entendez réciter, vous êtes excommunié. Bon, ça ne va pas durer longtemps, puisqu'il va savoir bientôt que Louis XIV lui demande de calmer le jeu, et il va calmer le jeu. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Donc Molière écrit ce deuxième placé au roi dans lequel il explique les adoucissements qu'il a apportés, donc je passe là-dessus, puisque j'en ai déjà un peu parlé. Et puis, qu'est-ce qui va permettre en fait la création de la pièce en 1669 ? Eh bien, tout simplement le fait que depuis quelques mois, depuis l'été 1668, des négociations se sont entamées entre les représentants des évêques jansénistes, les représentants du roi et les représentants de la papauté, et qu'un accord est conclu à l'automne. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on voit ce qui se passe à l'automne, en septembre-octobre, tout Paris sait que l'accord est prêt d'être conclu, tout Paris sait donc que Tartuffe va être bientôt autorisé. Molière crée successivement Georges Dandin et L'Avare. C'est quasiment des flops, j'exagère, mais L'Avare va mettre très longtemps avant d'être la pièce moliéresque que l'on connaît, parce que tout le monde attend Tartuffe. On s'en fiche de ce qu'écrit Molière entre-temps. Peut-être on verra les autres pièces et on les applaudira après. On veut Tartuffe. Et qu'est-ce qu'on va attendre ? Eh bien, on va attendre en fait que la paix soit réellement signée. Louis XIV va faire frapper une médaille le 1er janvier 1669, une médaille dite de la paix de l'Église, pour célébrer la paix de l'Église. Et le nonce du pape, le 3 février, je dis bien le 3 février 1669, va apporter au roi un bref dans lequel le pape manifeste sa satisfaction de l'obéissance des évêques jansénistes. Le 4 février, Molière, au petit matin, est dans la chambre du roi, parce que Molière était de quartier d'hiver, c'est-à-dire que du 1er janvier au 31 mars, tous les matins, il entrait dans la chambre du roi pour refaire le lit du roi, en tant que tapissier et valet de chambre, et le roi lui fait signe qu'il peut faire ce qu'il veut désormais. On est le 3, le 4, le roi signifie à Molière qu'il peut, le 5, c'est un mardi, alors que les créations ont toujours lieu le vendredi. On le fait le mardi, pas d'affichage, le bouche à oreille, et comme l'explique notre ami Robinet, eh bien on s'écrase, main courue au hasard d'être étouffé dans la presse. C'est un triomphe. Ils ont doublé le prix de toutes les places, et c'est l'un des plus grands succès de la pièce de Molière. Et voilà donc cette publication qui suit 2 mois plus tard. Vous remarquez que Molière, très habile évidemment, publie la pièce chez son libraire habituel, c'est-à-dire son éditeur habituel, mais imprimée aux dépens de l'auteur, c'est-à-dire qu'il fait imprimer à ses dépens lui-même et il vend son tirage à son libraire. Évidemment, il fait un bénéfice extraordinaire parce que 2 mois plus tard, la pièce est épuisée et il va vendre à son libraire son droit au privilège d'impression. Et évidemment, le texte de la pièce, il joue sur 2 tableaux. Et évidemment, voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on a hésité au début, ce qu'il a donné, il y a une hésitation, puisque certains volumes sont parus, c'est exactement le même texte ensuite, comme L'Imposteur ou le Tartuffe, ou le Tartuffe ou l'Imposteur. Et après, c'est évidemment cette version-là qui s'est imposée définitivement, puisque Molière va choisir cela. Alors, ce que vous retrouvez une chose intéressante, c'est que donc Tartuffe, ça c'est le frontispice de la 2e édition.
quand il vend à son libraire Jean Ribou le texte de sa pièce, Ribou s'empresse de tirer évidemment une édition assez frais pour lui, mais il l'enrichit d'un frontispice, gravé donc. On voit donc, vous voyez Orgon évidemment qui est caché sous la table. Et alors ça, c'est une scène qui n'existe pas, puisque ceux qui connaissent bien la pièce savent que Orgon sort de la table quand Tartuffe est sorti dans le couloir à la demande d'Elmire, regardez s'il n'y a personne dans le couloir, de peur qu'on soit surpris, etc. Et c'est à ce moment-là qu'Orgon sort en disant « Quel abominable homme !» Et donc il a synthétisé en fait deux scènes, comme on faisait souvent dans les gravures illustrant une pièce. Toujours est-il qu'il publie ça. Et si je vous parle de cette gravure à nouveau, c'est parce que Panulfe n'est plus Panulfe, c'est Tartuffe qui a retrouvé son allure de directeur de conscience. Et qui est intéressant évidemment, ceci c'est ce qu'on appelle un écran à main. Ça fait quelques années seulement que c'est avisé que sur des écrans à main, c'est-à-dire ces écrans tenus que les dames mettaient devant leur visage pour économiser leur visage devant la violence du feu de cheminée, et que donc sur ces écrans à main, on avait des écrans qui racontaient des histoires, et notamment là, on a l'histoire de Tartuffe, et évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Tartuffe aussi dans le même type d'habit, on a 4 scènes de Tartuffe ici, voilà. J'ai quasiment terminé. Pour comprendre, en fait, ce qui est très intéressant dans toute cette histoire, c'est l'épilogue. L'épilogue, c'est un caractère de La Bruyère, donc on est en 1688, qui s'appelle Onufre. Et c'est très intéressant de voir que La Bruyère fait la leçon à Molière. Pour quelle raison il fait la leçon à Molière? Parce qu'il a entièrement raison, La Bruyère. S'il se trouve... il fait en sorte il se fait passer pour un homme dévot, ce qu'il n'est pas, il fait en sorte qu'on croit, sans qu'il le dise, qu'il porte une haire et qu'il se donne la discipline. Donc il trouve que Molière exagère en faisant dire par Tartuffe, au début de ce qui est devenu le 3e acte de la version définitive, Laurent serrait ma haire avec ma discipline. Et ce qui est le plus intéressant, c'est ici. S'il se trouve bien d'un homme opulent à qui il a su imposer, dont il est le parasite, dont il peut tirer de grands secours, il ne cajole point sa femme, il ne lui fait du moins ni avance ni déclaration, il s'enfuira, il lui laissera son manteau s'il n'est aussi sûr d'elle que lui-même. Mais là, ce qu'on voit, c'est que, évidemment, dans la tête de La Bruyère, qu'est-ce qu'il définit? Il définit l'hypocrite de profession, le parfait hypocrite, parce qu'il ne sait pas que ce que Molière a commencé par composer, c'est une pièce dans laquelle ce n'est pas un parfait hypocrite, c'est un hypocrite au sens de l'Église, c'est-à-dire celui qui veut être dévot mais qui n'y parvient pas, et qui tombe dans le péché et dans l'hypocrisie. Mais du coup, c'est la raison pour laquelle, donc, vous pouvez continuer à lire pendant que je cause, c'est la raison pour laquelle, donc, en fait, il trouve que Molière est insuffisant dans la description de parfait hypocrite, alors que c'est pas... La Bruyère méconnaît comme tout le monde, parce que La Bruyère, qu'est-ce qu'il a sous les yeux? Il a l'édition de 1682, bien évidemment, dans laquelle on pense que Molière a écrit en tout et pour tout une pièce inachevée qui était en cours d'exécution en 1664 et achevée à la fin de la même année, et qu'il n'y a jamais eu qu'un Tartuffe. Et c'est la raison pour laquelle je me suis senti obligé de corriger ça. Et après, c'est L'Imposteur et le Tartuffe. Évidemment, voilà l'édition qui est actuellement jouée à la Comédie Française, sauf que le metteur en scène s'est permis pas mal de liberté, notamment de rajouter un Tartuffe à la fin. Je ne veux pas le dire, parce que si certains d'entre vous vont aller voir la pièce, je ne veux pas dévoiler le final, mais il a un peu retouché, comme certains metteurs en scène se le permettent, en rajoutant des passages qui inversent le sens de la pièce, mais bon, c'est un très beau spectacle malgré tout. Bref, voilà, donc je crois que j'ai terminé. Je pensais vous laisser un peu de temps pour débattre avec, mais je vous remercie de votre attention. On peut quand même prendre quelques minutes pour discuter un peu. Non, c'est tout à fait passionnant. J'en veux au metteur en scène. Que le metteur en scène trahisse Molière, je veux bien, mais qu'il trahisse Forestier, c'est vraiment scandaleux. Et pourtant, il m'a remercié de lui avoir permis de monter ce texte. Mais... Et alors, précisément, plus pratiquement, comment tu as fait pour réécrire la pièce? Par exemple, là, tu disais, le Laurent serrait ma haire, ma discipline, c'est pour désigner, en fait, l'imposteur. En fait. Il n'a pas de haire ni de discipline. Si. Un vrai dévot,
Il a une haire qui évidemment, avec laquelle il faut souffrir dans son corps quand on passe sous la chemise d'une haire, et il a une discipline pour se mortifier. Oui, non, ça fait partie de... Donc tu d'accord, ça a été conservé dans la... Ah mais oui, bien sûr, bien sûr. Ça, il a une ostentation dans la dévotion, qui évidemment, Molière joue là-dessus. Le burlesque, c'est ça, c'est de jouer sur l'ostentation dans la dévotion de Tartuffe, et en même temps de le voir qui tombe, couvrez ce sein que je ne saurais voir. Il a du mal à résister à la tentation. C'est pas, là aussi, c'est de la tentation, évidemment, mais aussi, ça dénote l'homme qui est prêt à tomber constamment dans la tentation. Et lorsqu'Elmire est là et qu'elle lui dit « Je suis content qu'on ait un moment d'entretien seul », parce qu'elle veut lui parler du mariage de Damis qu'il a fait, etc. Et lui, il prend ça, évidemment, pour son désir. Et évidemment, ce qui est merveilleux, c'est cette cour géniale qu'il lui fait en langage fleuri de la dévotion, Elmire étant la représentante de la beauté divine sur Terre. Et voilà. Mais la pièce est formidable. Alors, comment se fait-il, j'ai mal suivi, en 1667, donc il y a une représentation qui a eu une seule fois, l'imposteur, où là il est représenté en 5 actes, mais Tartuffe est représenté comme un gentilhomme, enfin avec un homme du monde, homme du monde, un petit chapeau, etc. Mais en 1669, là il est représenté comme un dévot. Et pourtant le texte n'a pas changé. Pourtant le texte n'a pas changé. C'est le même. Et pourtant c'est quand même la contradiction que tu soulignais, à savoir que un dévot, on ne peut pas vouloir donner, on ne peut pas vouloir marier un dévot. Oui, mais plus précisément, le 5e acte a permis à Molière de révéler qu'en fait, ce n'est pas un véritable directeur de conscience, c'est un imposteur qui se fait passer pour. Mais de toute façon, l'une des choses qui m'a frappé lorsque j'ai longuement travaillé pour le dossier Pléiade, de la longue notice Pléiade que j'ai rédigé il y a 10 ans maintenant, un peu plus même, c'est que j'ai été frappé par des contradictions. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction fondamentale dans Tartuffe, entre ce Tartuffe gros et gras, le teint frais, la bouche vermeille, qui évoque précisément ces bons moines du Moyen-Âge du début, et l'homme froid, calculateur, sec, qui met toute la famille à la porte parce que c'est un homme intéressé et qui n'est là que pour ça. Et Molière, en fait, il augmente, mais il ne revient pas en arrière. La preuve, c'est que le Tartuffe définitif, il fait quasiment près de 2000 vers, ce qui est plus de 200 vers de plus que toute la moyenne des pièces du XVIIe siècle et de Molière lui-même. Donc il y a des contradictions. De même, je me suis toujours demandé pour quelle raison, au début du 3e acte, Damis entre en scène, il vient d'apprendre le fait que son père veut marier sa sœur Marianne à Tartuffe, mais il entre comme un fou furieux en scène. Je me suis toujours demandé pourquoi il était si furieux que son père veuille marier Marianne, sa sœur, à Tartuffe. Quand il n'y a plus Marianne, etc., on comprend que c'est de son mariage qu'il est question, qui vient d'être annulé, et on comprend pourquoi il est aussi furieux. Donc il y a un certain nombre d'endroits où les coutures de la fabrique par Molière de cette version de 3 actes en 5 actes posent des problèmes dans la version définitive, qu'on oublie parce que c'est du Molière. Mais dès le XVIIe siècle, excuse-moi, dernière chose, dès le XVIIe siècle, des contemporains ont dit que le 2e acte était hors d'œuvre. C'est-à-dire, il est très beau ce 2e acte, hein, les amours contrariés des 2 jeunes gens, avec une magnifique scène de dépit amoureux qui passait à l'époque pour une grande spécialité de Molière, depuis sa petite pièce qui s'appelait Le dépit amoureux, mais voilà. Oui, mais justement, ça explique cette composition en 2 étapes, ça explique justement le fameux retard de l'arrivée de Tartuffe, qui est quand même un... Exactement. Quand j'ai fait mes études, mon maître, Jacques Scherrer, auteur de ce magnifique livre qui s'appelle « La dramaturgie classique en France », Tartuffe était représenté comme le modèle du héros retardé, parce qu'il arrive au 3e acte. Mais en fait, il est retardé parce que Molière a rajouté un 2e acte entre les deux, sinon il arrive au début du 2e acte comme tant de personnages des pièces de théâtre du XVIIe siècle. Parce qu'on a d'autres exemples de héros qui arrivent au 3e acte dans les pièces. Je ne les ai pas en tête parce que mes études sont lointaines maintenant, c'était au siècle précédent. Donc, Et donc c'est le duc d'Enghien, c'est ça qui écrit en 1664 ou 65 pour dire qu'il attend le 4e acte. En fait, il se trompe. En fait, c'est plutôt un 2e acte que Non. Quand il dit si le 4e acte de Tartuffe était fait, c'est-à-dire le 5e actuel. Parce que la pièce qu'il connaît, lui, comme quelques privilégiés, parce que, précisément, ce qu'on sait par des témoignages, c'est qu'en novembre 1664, au Rincy, chez la princesse palatine, donc avec la cour du Grand Condé et d'Enghien, on a représenté le Tartuffe en 3 actes. Donc ils le connaissent très bien, ce Tartuffe en 3 actes. Ils l'ont vu à Versailles
lors des plaisirs de l'île des Fêtes, et ils l'ont revu chez eux en novembre 64. Et là, on est en octobre 65, et ils vont se réunir de nouveau en novembre au Rincy, et ils demandent de faire venir Molière pour jouer la pièce que Molière est en train d'augmenter, et il sait qu'il a ajouté un 4e acte. Il est en train d'ajouter un 4e acte. Ce 4e acte, c'est celui du Tartuffe, c'est celui qui va changer la physionomie du Tartuffe. Parce qu'en fait, le Tartuffe de Molière, il pourrait très bien fonctionner avec 4 actes, précisément. Il n'a pas besoin d'avoir ce 2e acte qu'il a ajouté après coup, avec les histoires d'amour pour aboutir à une pièce normale en 5 actes. Oui, là, c'est vraiment une question, quand tu as dit, une comédie ne peut avoir que 1, 3 ou 5 actes, mais c'est un peu comme la mécanique quantique, hein, on y a des sauts, et on ne peut pas avoir les intermédiaires. D'accord, donc c'est bien ça. Et alors, je veux poser la question finale, mais la question finalement importante, c'est qui vaille. Quelle est la plus belle, quelle est la plus forte des pièces? Premier Tartuffe? J'ose pas répondre parce que lors d'une des nombreuses interviews que j'ai subies depuis 3 mois, l'un des journalistes, je ne sais plus dans quoi, si c'est dans l'Obs, a dit la meilleure des versions, c'est la mienne. La mienne, c'est-à-dire moi, la mienne, celle-là, quoi. Et évidemment, des étudiants m'ont dit sur Twitter, il y a eu des remarques ironiques, le mec, il se la monte haute, etc. Non, la version en 3 actes est bien meilleure parce qu'elle est plus puissante. Elle est débarrassée de son 5e acte où toute la famille est en angoisse. Il faut attendre l'arrivée de l'envoyé du roi avec son long discours qui présente le roi. Alors évidemment, c'est un discours très intéressant. Le roi est présenté comme le représentant de Dieu en terre. J'ai même écrit des choses jadis là-dessus sur le théâtre du Mundi, enfin, le grand théâtre du monde où le roi est dans la position de Dieu, etc. Mais c'est très ennuyeux ce passage-là. Alors que la version en 3 actes telle que j'ai pu la restituer ou la restaurer, parce que j'ai fait un travail comme un restaurateur de tableaux en quelque sorte, hein. J'ai gratté en quelque sorte, comme un palimpseste, hein. J'ai gratté le manuscrit pour voir ce qu'il y avait dessous. Eh bien, on s'aperçoit que la pièce, elle est beaucoup plus forte et très équilibrée, parce que ce que j'ai montré en passant rapidement, évidemment, vous n'avez pas pu être attaché par tout ce que j'ai montré, mais le fait que dans le 5e acte, il y a une scène perdue qui est le retour de Madame Pernelle, alors même que toute la famille est inquiète pour savoir, parce qu'elle est chassée de la maison, le père va être arrêté parce que Tartuffe s'est emparé de papiers compromettants, etc. Eh bien, cette scène de Madame Pernelle, qui est très drôle, elle est un peu perdue au milieu de ce 5e acte. En fait, on comprend que, vu qu'il s'agit du retour et qu'il y a une chute formidable, lorsqu'Argan est en train de dire à sa mère « Mais j'ai vu de mes yeux vus Tartuffe en train de courtiser ma femme, etc., etc. Je l'ai vu !» Parce qu'elle ne le croit pas, il n'arrête pas de dire « Mais je l'ai vu !» etc. Et que sa mère ne la croit pas, et la servante Dorine se tourne vers lui en lui disant « Juste retour, messieurs, de choses d'ici-bas, vous ne vouliez point croire, et l'on ne vous croit pas. » Et on comprend que c'était la chute de la pièce, avec peut-être 2 ou 3 vers en plus qu'on a inventés, parce qu'on a ajouté quand même 2,5% de vers inventés pour pouvoir faire des soudures. Eh bien, quand on voit ça, on s'aperçoit que la pièce était remarquablement équilibrée. Elle s'ouvrait avec Madame Pernelle, elle se termine avec le retour de Madame Pernelle, qui continue à ne pas voir et ne pas croire aux apparences. Je trouve ça, merci, je trouve ça très fort. Ça rend compte de ce personnage de Madame Pernelle que j'ai toujours trouvé. Bien sûr, il y a cette scène très forte, mais j'ai toujours trouvé un peu bizarrement composé, parce que personnage qui est au 1er acte, et après au 5e, et on ne comprend pas très bien en fait le rôle de ce personnage. Mais si effectivement il y a un effet de clôture. Ah ben oui, c'est ça. Et là, la pièce, la scène, elle devient beaucoup plus drôle parce qu'elle n'est pas perdue au milieu de cette angoisse de la famille qui se dit voilà, tandis que là, Argan, parce que je prépare un spectacle sur le malade imaginaire, donc Argan, dévot de la dévotion, dévot de la médecine. Molière, ne pouvant plus parler de religion, évidemment, il s'est mis à parler de la médecine, ce sont les mêmes, hein. Ils sont habillés en noir. Et oui, ce sont les mêmes imposteurs, il n'arrête pas de répéter la même chose tout au long de... Mais je ferme la parenthèse. Et donc où j'en étais, je me suis perdu du coup. Oui, Madame Pernelle, je sais pas quoi. Orgon. Oui, voilà. Orgon vient d'avoir les yeux dessillés, évidemment avec le piège tendu à Tartuffe. Il vient de chasser Tartuffe. Et voilà que Mme Pernelle, qui avait fait l'ouverture, revient en disant « Comment ? Qu'est-ce que j'apprends c'est comment il faut laisser du temps aux choses. Quand vous étiez petit, je vous ai expliqué qu'il ne faut faire
il faut faire attention, ne pas se laisser prendre par l'envie, etc., etc. En fait, c'est extrêmement drôle quand on le voit comme ça. Donc, oui, cette version-là est meilleure que l'autre. Bravo, bravo.